Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire tragique, celle du vol West Caribbean Airways 708. Hmm. Le 16 août 2005, euh, un MD-82 qui faisait la liaison Panama-Martinique, il disparaît des écrans radars, au-dessus du Venezuela, à plus de 10 000 mètres. Et le bilan est terrible. Aucun survivant. 152 passagers, des Martiniquais pour la plupart qui rentraient de vacances, et 8 membres d'équipage colombien. La pire catastrophe aérienne de l'histoire du Venezuela. Oui, absolument. Et une catastrophe qui, dès le départ, est entourée de confusion. Le dernier message radio de l'équipage, c'est assez incroyable, il parle d'un incendie. Sur les deux moteurs. Alors que les données radars, elles, suggéraient tout autre chose. Exactement. Les radars montraient une chute très brutale, typique d'un décrochage aérodynamique. Donc, une contradiction flagrante dès le début. C'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Décortiquer un peu la chaîne des événements qui a mené à ce drame. On s'appuie pour ça sur les conclusions de l'enquête officielle. On a étudié la retranscription d'un documentaire d'investigation qui détaille tout ça. Notre but, c'est de remonter le fil, comprendre ce qui s'est passé, bien sûr, mais surtout, pourquoi. Pourquoi en est-on arrivé là? Oui, aller au-delà des faits bruts. Examiner la technique, les décisions humaines, le contexte. Tout à fait. Depuis le départ de Panama jusqu'à l'impact, en regardant aussi la compagnie aérienne elle-même. Alors, commençons par le début. Panama. Le vol 708 décolle tard. Très tard même. Oui, 2 heures de retard sur l'horaire prévu, en pleine nuit. Et l'avion, un MD-82, est plein. Bien rempli, vous disiez. Oui, archi plein. À tel point que le strapontin dans le cockpit, normalement pour les observateurs, il est occupé par un membre d'équipage. Et même comme ça, 2 hôtesses ont dû rester à Panama, faute de siège. Incroyable. Donc l'avion était lourd. Extrêmement lourd. Et ça, on va voir, ça a son importance. Le plan de vol, c'était de monter d'abord vers 9450 mètres, puis 10 000, et enfin l'altitude de croisière visée 11 000 mètres, environ 36 000 pieds. Le début du vol se passe normalement, malgré cette charge. Apparemment, oui, mais assez vite, 2 éléments entrent en jeu, l'altitude et la météo. D'accord. En montant, forcément, il fait plus froid. Donc l'équipage active le système anti-givrage, moteur et aile. Et puis, ils arrivent près d'une zone de mauvais temps. Des orages assez forts liés à une dépression. Ce qui les oblige à modifier leur route. Oui, ils demandent une déviation au contrôle aérien. Et c'est à ce moment-là, après à peu près 40 minutes de vol, quand l'avion s'est un peu allégé en carburant, Oui. qu'ils demandent à monter à l'altitude finale prévue, les 11 000 mètres. Et ils obtiennent l'autorisation. Et c'est pendant cette montée vers 11 000 mètres que les choses commencent à déraper. Disons que les premiers signes, très subtils, apparaissent. Le commandant de bord, Omar Ospina, il fait une remarque. Il dit que les moteurs ne donnent pas tout à fait ce qu'il attendait. Juste une remarque, pas une alerte. Non, pas d'inquiétude manifeste à ce stade, mais c'est noté. Et en même temps, les conditions météo, elles, continuent de se dégrader. Plus de turbulence? Oui, ça secoue de plus en plus. Et le copilote David Munoz, jeune, 21 ans, mais apparemment assez vigilant, il s'inquiète du givre. Il suggère de vérifier l'antigivrage. Et le commandant réagit? Oui, il l'active, puis il le coupe brièvement, puis il le réactive. Ça montre une certaine hésitation, peut-être, face aux conditions. On n'est pas tout à fait sûr de la meilleure marche à suivre. Et c'est là que survient l'alerte majeure, l'avertissement critique. Exactement. Le vibrateur de manche, le fameux stick shaker. C'est une vibration très forte dans les commandes. C'est le signal ultime. Attention, l'avion vole trop lentement, les ailes ne portent presque plus. Et la réaction dans le cockpit? Immédiate. Le copilote crie. Arrêt brutal, arrêt brutal. C'est la phraseologie pour annoncer un décrochage imminent. L'avion décroche. À 11 000 mètres d'altitude. La chute doit être terrifiante. Vertigineuse. Il perd 3000 mètres en 30 secondes à peine. C'est énorme. Et c'est là, en pleine chute, que l'équipage lance ce message radio complètement déroutant. Le fameux message. Mayday, Mayday, West Caribbean 708. Nous avons le feu aux 2 moteurs. Le feu aux 2 moteurs, alors que l'avion décroche. C'est incroyable. C'est là toute l'ambiguïté, le nœud du problème. Leur perception est totalement décalée de la réalité physique de l'avion. Tout à fait. Et quelques minutes après ce message, l'avion, devenu incontrôlable, s'écrase. Et il faut attendre le lever du jour pour que l'épave soit trouvée. Oui, par des habitants, dans une zone très isolée du Venezuela, montagneuse, difficile d'accès, et pas très sûre non plus, près de la frontière colombienne.
L'enquêtrice vénézuélienne arrive sur place, la colonelle Lourliz Ramos. J'imagine le choc, la pire catastrophe du pays, la pression médiatique, la pression internationale aussi, avec toutes ces victimes françaises. Oui, un contexte extrêmement lourd. Et le site lui-même est un défi. Isolé, dangereux. L'armée ne peut sécuriser la zone que 2 jours. Donc les enquêteurs doivent travailler vite et dans des conditions très précaires. Leur priorité sur place, c'est de comprendre comment l'avion a heurté le sol. C'est ça. Est-ce qu'il s'est brisé en vol ou est-ce qu'il était entier? Pour ça, ils cherchent ce qu'on appelle les 4 coins. Des morceaux identifiables de la queue, du cockpit et du bout des ailes. Et ils les trouvent? Oui, relativement groupés. Ce qui est une indication forte. L'avion était structurellement intact au moment de l'impact. Pas d'explosion, pas de désintégration en vol. Ce qui renforce l'hypothèse de l'équipage, paradoxalement. La panne ou l'incendie moteur. Mais oui, logiquement, à ce stade, c'est l'hypothèse numéro 1. On a le message radio. On sait que l'avion n'a pas explosé en vol. Donc on se concentre sur les moteurs. Et il y avait un précédent qui allait dans ce sens, non? Oui, un accident plus ancien d'un DC-9 en 1977. Les 2 moteurs s'étaient éteints en traversant un très gros orage. Donc l'idée que les moteurs du vol 708 aient pu s'éteindre à cause de la météo, ingestion d'eau, de grêle, elle était crédible. L'enquête s'annonce complexe avec tous les pays impliqués, Venezuela, Colombie, Panama, la France bien sûr, les États-Unis pour l'avion et les moteurs. Oui, et avec un contexte politique pas simple à l'époque, entre le Venezuela de Chavez et les États-Unis. Mais la coopération technique a fini par se mettre en place, et une décision clé a été prise. Envoyer les boîtes noires en France. Au BEA, le bureau d'enquête et d'analyse. Exactement. Parce que la majorité des passagers étaient français. C'était logique. Et pendant ce temps, on vérifie d'autres pistes. Le carburant, par exemple. Oui, vérification à Panama, résultat. Kérosène de bonne qualité, pas de contamination. Une piste écartée. Mais la clé, elle va venir de l'analyse des moteurs eux-mêmes, sur le site du crash. Absolument. C'est la découverte cruciale. Des experts américains du NTSB et du motoriste Pratt & Whitney examinent les restes des réacteurs. Et là, l'analyse des métaux, des obs de turbine surtout, elle est sans appel. Qu'est-ce qu'elle révèle? Des déformations très spécifiques qui montrent que les turbines tournaient, et tournaient très vite, à haute vitesse, au moment où l'avion a percuté le sol. Donc, les moteurs fonctionnaient. Ils n'étaient ni éteints ni en feu. C'est faux. Objectivement faux. Alors là, tout est remis en question. La piste principale s'effondre. Pourquoi diable ont-ils parlé d'incendie? Le mystère s'épaissit, oui. Et tous les espoirs se tournent vers le BAE et l'analyse des boîtes noires. Le CVR d'abord, l'enregistreur des conversations. Est-ce qu'on y entend? On entend la confirmation de ce qu'on savait déjà un peu. Les discussions sur l'anti-givrage, le stick shaker, le cri du copilote « arrêt brutal ». Et puis ce message radio erroné sur l'incendie. Mais est-ce qu'on apprend autre chose? Sur l'ambiance, la communication? Oui, et c'est important. L'écoute révèle un vrai manque de communication structurée. Une mauvaise coordination entre les 2 pilotes au moment le plus critique. On sent une forme de désorganisation face à l'urgence. Un problème de CRM, comme on dit. Gestion des ressources de l'équipage. C'est ça. Et le FDR alors? L'enregistreur des paramètres de vol, il a parlé? Malgré les dégâts. Oui, il était très endommagé, mais les techniciens du BEA ont fait des miracles. Ils ont réussi à extraire beaucoup de données. Sauf que, coup dur. Des paramètres vraiment clés, surtout ceux des moteurs, comme le PR, la pression moteur, qui mesurent la poussée. Ces données-là étaient illisibles, corrompues, manquantes. Ah, la frustration. Avoir l'enregistreur mais pas les données vitales pour comprendre les moteurs? Oui, c'était un moment difficile. Mais heureusement, le NTSB américain avait des outils de récupération de données plus poussés. Ils ont travaillé sur une copie et ils ont réussi à reconstituer une partie de ces fameux paramètres moteurs manquants, y compris le EPR. Et ces données reconstituées, elles ont confirmé ce que l'analyse des débris suggérait? Elles ont confirmé et elles ont permis d'aller beaucoup plus loin. Elles ont été décisives pour comprendre le scénario exact. On en revient donc à ce système anti-givrage qui revient souvent dans les conversations du cockpit. C'est le cœur du problème technique en fait. Il faut juste rappeler comment ça marche. Pour dégivrer, on prend de l'air très chaud dans les moteurs. C'est efficace, mais ça consomme de la puissance. exactement. Ça réduit la puissance maximale que les moteurs peuvent donner. Moins de jus, si vous voulez. Et les enquêteurs ont refait les calculs pour ce vol précis, avec son poids, l'anti-givrage activé. Précisément. Et là, la réponse est apparue. Limpide.
Leurs calculs montrent que cet avion, ce MD-82, avec le poids qu'il avait ce jour-là, il pouvait voler en sécurité jusqu'à 33 000 pieds environ, sans antigivrage. D'accord. Mais avec l'antigivrage... Ah, avec l'antigivrage activé, la réduction de poussée faisait chuter ce plafond maximal à seulement 31 000 pieds. 31 000 pieds, alors qu'ils étaient à 36 000 pieds ou essayaient d'y rester. Voilà. Il volait, ou tentait de voler, 5 000 pieds trop haut par rapport à ce que l'avion pouvait réellement soutenir avec l'antigivrage en fonction. C'est énorme. C'est une erreur fondamentale de performance, de planification. C'est la conclusion majeure de l'enquête, oui. L'avion était trop haut pour sa masse et sa configuration. Le commandant n'a probablement pas bien évalué l'impact de cet antigivrage sur son altitude maximale possible. Ni avant le vol, ni au moment de continuer à monter vers 36 000 pieds. Mais alors, si l'avion n'avait plus assez de poussée pour tenir l'altitude, comment se fait-il que la vitesse ait pu chuter aussi bas sans qu'il réagisse plus tôt? Pourquoi pas d'alarme avant le stick shaker? La réponse, c'est probablement le pilote automatique. Ah oui. Il était sûrement enclenché en mode maintien d'altitude, alt-et-hold, et il a fait son travail. Il a maintenu l'altitude. Mais comme la poussée diminuait, pour garder l'avion à 11 000 mètres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le nez. Il a levé le nez, oui. Il a augmenté l'assiette. Toujours un peu plus. Et quand on lève le nez avec moins de puissance pour rester à la même altitude, La vitesse chute, mécaniquement. c'est ça, la vitesse a baissé, progressivement, sans que l'équipage s'en rende vraiment compte. Peut-être qu'ils étaient trop occupés par la météo, les turbulences, ou qu'ils faisaient trop confiance à l'automatisme. Et la vitesse a tellement chuté que l'angle d'attaque est devenu critique. Et là, paf, décrochage, stick shaker. Et le plus terrible, c'est que ce risque lié au pilote automatique sur cet avion était connu. Oui, c'est ça qui est rageant. Boeing, ou plutôt McDonnell Douglas avant le rachat, avait publié un bulletin de service, justement pour prévenir de ce risque. En haute altitude, avec peu de marge. Le pilote auto pouvait maintenir l'altitude au détriment de la vitesse, jusqu'à s'approcher dangereusement du décrochage, voire décrocher, avant de se déconnecter. Et il recommandait quoi, ce bulletin? Une surveillance accrue de la vitesse dans ces conditions. Ne pas laisser le pilote auto gérer seul jusqu'au bout. Mais on ne sait pas si l'équipage de West Caribbean avait connaissance de ce bulletin, s'ils avaient été formés à ça. L'enquête n'a pas pu le prouver. C'est peut-être un des maillons faibles de la chaîne de sécurité ce jour-là. Un maillon critique. Donc, l'avion décroche. La procédure de récupération, elle est claire normalement. Elle est enseignée à tous les pilotes. C'est la base. Il faut Pousser sur le manche. exactement pousser immédiatement pour réduire l'angle d'attaque, pour que les ailes raccrochent et mettre la puissance max en même temps. Sauf que les données du FDR montrent que le commandant n'a pas fait ça. Non. Les données sont formelles. Il y a eu une action à tirer sur le manche après le déclenchement du stick shaker. Tirer sur le manche dans un décrochage, c'est aggraver la situation. C'est maintenir l'avion dans une position où il ne peut pas revoler. Surtout à cette altitude. Pourquoi cette réaction contre-intuitive d'un pilote expérimenté? L'hypothèse la plus probable, c'est la confusion. La mauvaise interprétation de ce qui se passait réellement. Quand un avion décroche, surtout avec un angle d'attaque très élevé, l'air qui entre dans les moteurs est complètement perturbé. D'accord. Et ça provoque souvent des pompages moteurs. En anglais, on dit compressor stalls ou surge. Ce sont des instabilités dans les compresseurs. Ça peut faire des bruits sourds, des bangs, de fortes vibrations, des fluctuations de poussée, et parfois même des flammes à l'arrière. Ah oui. Des symptômes qui peuvent faire penser à une panne moteur ou même un incendie. Surtout dans le noir, le stress. C'est l'explication retenue par les enquêteurs. L'équipage, et surtout le commandant, auraient pris ces pompages non pas pour une conséquence du décrochage, mais pour sa cause. Il aurait cru à une double panne moteur avec incendie. Ce qui expliquerait le message radio. Oui. Et ça expliquerait surtout pourquoi, face à l'alerte de décrochage, le stick shaker, sa réaction a été de tirer sur le manche. Peut-être un réflexe pour contrer une impression de perte de puissance due au pompage, au lieu d'appliquer la procédure poussée. Il était sans doute submergé par ces bruits, ces vibrations, focalisé sur une mauvaise hypothèse. Et les turbulences ont peut-être joué un rôle aussi. L'enquête pense qu'une forte turbulence ascendante a pu être le petit coup de pouce final qui a rendu le décrochage irrécupérable à ce moment-là. Une cascade d'erreurs, de malentendus. C'est terrible. Mais l'enquête a aussi regardé au-delà du cockpit, non? Vers la compagnie elle-même. Oui, et ce qu'ils ont trouvé est préoccupant. West Caribbean Airways était dans une situation financière très difficile. Très difficile. Au point que les équipages n'étaient pas payés. Oui, au moment de l'accident, ça faisait plusieurs mois que les salaires n'étaient pas versés. On imagine le stress pour les pilotes. Le rapport dit même que le commandant avait un deuxième boulot dans un bar pour joindre les deux bouts. Oui,
Ce stress financier chronique, plus la fatigue, c'était leur 3e vol de la journée, une journée qui avait déjà mal commencé avec des retards parce qu'ils avaient du mal à payer le carburant, tout ça, ça a forcément un impact sur la vigilance, la prise de décision. Surtout en situation de crise. Et la compagnie avait déjà eu des problèmes de sécurité par le passé. Oui, elle avait été signalée par les autorités colombiennes pour des manquements. Des histoires de surcharge d'avions, par exemple. Et surtout la formation. Point clé, oui. L'enquête a jugé la formation de West Caribbean insuffisante, particulièrement sur la récupération de décrochage à haute altitude, et aussi sur le CRM, cette gestion des ressources de l'équipage. Comment communiquer, comment décider ensemble sous pression. Et ça, on le retrouve un peu dans les enregistrements. Le jeune copilote qui identifie bien le décrochage, mais qui n'arrive pas à faire changer d'avis le commandant. C'est une illustration possible, oui. Le copilote dit « arrêt brutal ». Mais ça ne semble pas enrayer l'action du commandant qui est fixé sur son idée d'incendie. Est-ce que le copilote n'a pas été assez assertif? Est-ce que le commandant ne l'a pas écouté? Un peu des deux sans doute. Un échec du CRM. Donc, si on résume cette chaîne infernale, tout part d'une erreur de jugement, montée trop haut pour la masse et l'antigivrage. Ensuite, le pilote automatique masque la perte de vitesse en maintenant l'altitude. L'équipage ne surveille pas assez. Arrive le décrochage, peut-être aidé par une turbulence. L'équipage interprète mal les symptômes, les pompages moteurs, et croit à un incendie. Du coup, mauvaise procédure de récupération, action à tirer sur le manche qui aggrave tout. Et tout ça sur fond de fatigue, de stress financier, de formation insuffisante et d'une compagnie aux abois, l'alignement parfait des mauvaises étoiles. C'est exactement ça, un mélange tragique de facteurs techniques, humains et organisationnels. Quelles conséquences a eu cet accident, à part bien sûr le drame humain effroyable? Pour la compagnie Ouest Caribbean, ça a été la fin. Elle était déjà très mal en point, ses licences ont été suspendues et elle a fait faillite très vite après. Et pour la sécurité aérienne en général, des leçons ont été tirées. Oui, heureusement. L'enquête a émis plusieurs recommandations importantes. Sur la formation, j'imagine? Principalement, oui. Renforcer la formation sur la gestion des automatismes, bien comprendre ce que fait le pilote auto et où sont ses limites, renforcer aussi la formation sur la reconnaissance et la récupération des décrochages, surtout en haute altitude, et insister encore et toujours sur le CRM. Des recommandations qui ont été diffusées? Oui, notamment aux compagnies qui utilisaient des MD-80 ou des avions similaires. On espère que ça a permis d'éviter d'autres drames. C'est l'objectif. Mais il reste quand même une question un peu plus large, non? Qui dépasse ce seul accident. Vous pensez à l'équilibre entre l'économie et la sécurité vol? Exactement. Quand on voit la situation de West Caribbean, on peut se demander jusqu'à quel point la pression économique, la nécessité absolue de faire voler les avions à tout prix, peut fragiliser une compagnie. Fragiliser la maintenance, la formation, les temps de repos, éroder tous les remparts de sécurité petit à petit jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que la catastrophe devienne possible, voire probable. C'est une question fondamentale, oui, et elle reste malheureusement toujours d'actualité.